Alors, nous allons maintenant parler d'un roman extrêmement original par son ampleur. Il va des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Son foisonnement, il y a 5 personnages principaux, mais alors beaucoup de personnages secondaires. Et singulier aussi par son projet littéraire, car il est donc signé de vous, Sébastien Rutès. Quel timing, bonjour. Mais aussi sur la couverture, le nom de votre ami et écrivain mexicain, Juan Hernández Luna, avec qui vous aviez commencé de rédiger ce livre, mais hélas, il est décédé en 2010 à l'âge très prématuré de 47 ans. Et donc, bien sûr, il y a eu le temps du deuil. Et puis, vous avez décidé de reprendre le projet, de le réécrire entièrement. C'est une correspondance entre deux mondes tout à fait différents. Le Mexique, la France, entre deux personnages extrêmement différents dans leur parcours, leur âge. Il y a un très jeune Français d'un milieu extrêmement populaire qui vit à Ménilmontant. Il y a un Mexicain qui est un artiste. Il est dessinateur d'affiches pour le cinéma, à un moment où le cinéma est en plein boom, en plein essor au Mexique. Et ce qui fait le lien entre les deux, qui est un lien fortuit, c'est une femme. Une femme dont le Mexicain est tombé amoureux, une actrice d'origine allemande, qui un jour disparaît et lui laisse une adresse à Paris. Et il écrit des lettres d'amour à cette adresse. Mais à cette adresse, cette femme n'est pas là. Elle s'appelle Lorelai Luger. Elle n'y est pas. Il y a ce jeune Français qui vit seul avec sa mère et qui reçoit les lettres et qui, après en avoir reçu plusieurs, un jour décide d'en ouvrir une et se met à répondre aux Mexicains. Et entre les deux s'engage une correspondance autour du personnage de cette femme, dont finalement tous les deux, le Français aussi, vont finir par tomber amoureux. Et c'est ce qui va faire le lien entre les deux, qui va les rassembler. Il se trouve que la différence d'âge entre les deux personnages est plus ou moins la différence d'âge qui existait entre Juan et moi, ce qui, je crois, est un hasard, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de hasard dans cette histoire. Mais la relation qui s'établit entre Jules Daumier et Augusto Solís, c'est une relation d'élève à maître. Et l'influence de ce Mexicain, vous l'avez dit, extrêmement brillant, qui voyage, qui est allé à Hollywood, qui a travaillé à Hollywood, qui est d'un milieu où la culture est extrêmement importante, qui cite dans ses lettres, qui fait des références, fascine complètement ce jeune homme qui, lui, n'est quasiment jamais sorti de son quartier. Il a grandi à Ménilmontant, il est orphelin de père. Et les lettres qui arrivent, c'est une sorte d'ouverture sur le monde. Alors si, il faut parler de cette Lorelai, parce que à la fois c'est le personnage central et à la fois elle est très évanescente. Donc on ne sait jamais si c'est une femme fatale, si c'est une espionne allemande, si c'est une vraie amoureuse, pour qui elle travaille. Elle représente qui exactement? Est-ce que c'est le fantasme de vos personnages? Oui, exactement. C'est un personnage qui représente la projection des fantasmes, pas seulement de ces deux personnages-là, mais de tous les personnages du roman, qui incarnent en elles leurs désirs, leurs aspirations, leurs espoirs. Pour Jules Daumier, elle représente l'espoir de sortir de son quartier, comme je viens de l'expliquer. Elle représente la possibilité de l'aventure, une sorte d'héroïsme. C'est une actrice, c'est une femme dont on découvre petit à petit qu'elle est une espionne allemande. Pour Augusto Solís, c'est la possibilité de l'amour fou. C'est une femme qu'il fantasme, autour de laquelle il cristallise. Pour leurs petits-enfants, qui sont ceux qui complètent les lettres dans la troisième partie du roman, en s'envoyant des mails pour essayer de comprendre ce qui s'est passé après l'arrêt de la correspondance. Elle est une sorte de projection de la figure maternelle qu'ils n'ont pas eue. Elle n'est pas leur grand-mère. Augusto Solís et Jules Daumier ont des enfants avec d'autres femmes, mais elle est la projection d'un désir maternel, de l'absence d'une figure maternelle. Et puis pour des tas d'autres personnages autour, elle est la femme fatale, une femme hyper sexualisée, puisque les Allemands l'utilisent comme appât. En réalité, parce qu'elle est très belle, ils l'utilisent comme appât auprès d'hommes politiques, d'industriels qu'ils veulent corrompre. Non, il n'y a pas de propagande nazie dans Blanche-Neige et les Sept Nains, mais... Je ne suis pas sûre, après vous avoir lu. Mais tous les autres détails que je donne, notamment la rencontre entre Leni Riefenstahl et Walt Disney, notamment les liens qui existaient entre Roy Disney, le frère de Walt, et Goebbels, la fascination des nazis pour Blanche-Neige et pour le travail de Disney en général, c'est tout à fait vrai. Hein. Dans le journal de Goebbels, il explique que Hitler lui demande comme cadeau de Noël 1937 une douzaine de courts-métrages de Mickey.
Goebbels explique dans son journal, il raconte le moment où, avec Hitler, il visionne Blanche-Neige pour la première fois, il explique sa fascination, et Hitler disait effectivement que Blanche-Neige était son dessin animé préféré. Pour des raisons à la fois esthétiques, parce qu'il y avait, d'abord c'est un dessin animé qui est inspiré d'une légende allemande, et donc de contes allemands, donc il y avait beaucoup de références à la culture allemande. Donc la représentation de la forêt, la représentation des esprits de la forêt. Et puis, surtout, Walt Disney, c'était un des rares producteurs de Hollywood qui, à cette époque-là, n'était pas juif. Et pour les nazis, c'était la porte ouverte, la possibilité d'une porte ouverte vers le monde d'Hollywood et vers la culture nord-américaine. Donc voilà, première partie, roman épistolaire. Deuxième partie, on est en pleine guerre. Tout le monde bouge, ça va à Hollywood, en Espagne, à Tanger, en Allemagne, à Paris. C'est vraiment le bouillonnement, le chaudron de la guerre, avec les différents engagements. Troisième partie, alors là, on arrive à aujourd'hui, deux autres personnages prennent le relais. Ce sont en effet les petits-enfants de Saolis et de Jules. Nieves qui est au Mexique et Daniel qui lui est dans un fauteuil roulant. Et ils essayent de reconstituer un peu l'histoire de leurs grands-parents. Qu'est-ce que vous vouliez dire avec cet écho aujourd'hui ? Il s'interroge sur toutes ces invraisemblances. Est-ce que véritablement Blanche-Neige, est-ce que véritablement les messages, est-ce que véritablement les nazis ? Et eux-mêmes, dans leur existence quotidienne, sont des personnages qui sont sans repère, pour des raisons différentes. Daniel est handicapé, il a eu une poliomyélite quand il était enfant, il est handicapé. Nieves, c'est une sorte de jeune, je ne dirais pas jusqu'à dire une jeune junkie, mais elle a vécu une vie difficile, elle est jeune, mais elle a vécu une vie très difficile. Ils ont perdu un certain nombre de repères et ils essaient de les retrouver dans la correspondance de leur grand-père et de retrouver des valeurs, de se rattacher à des racines. Et comme je vous disais, il y a des problèmes d'absence maternelle dans leur famille et ils essaient de recréer un lien avec cette origine et qui par ailleurs est une origine qu'ils fantasment parce qu'il y a tous les éléments pour fantasmer une sorte d'origine mythique, héroïque pour eux, qui les sortent de ce quotidien extrêmement gris dans lequel ils vivent. Oui, les papillons monarques, ce sont ces papillons qui migrent chaque année du Canada vers le Mexique pour se reproduire au Michoacán. Et ils ont la particularité de... La migration se fait en 4 générations, c'est-à-dire que repartent du Mexique pour le Canada. Il leur faut 3 générations pour parcourir le voyage et chaque génération vit 2 mois. Et la 4e génération, qui est celle qui fait le voyage retour vers le Mexique, cette génération-là vit 6 mois et elle fait le voyage seule. Et en réalité, on ne sait pas comment cette 4e génération sait où il faut revenir. Parce qu'ils vont systématiquement au même endroit, enfin plusieurs endroits dans le Michoacán qu'on appelle des sanctuaires, et donc on ne sait pas. Et la métaphore, enfin, il y a plusieurs métaphores derrière ça, la métaphore de la migration, la métaphore de la métamorphose, mais il y a surtout cette idée de qu'est-ce qui se transmet par-delà les générations, cette petite chose invisible qui saute parfois des générations, mais qui reste, qui fait le lien entre des grands-pères et leurs petits-enfants. Dans notre idée, la mienne et celle de Juan, c'était une petite idée révolutionnaire qui parcourt ces générations.